Aristote, la métaphysique, chapitre 1. Tous les hommes ont un désir naturel de savoir, comme le témoigne l'ardeur avec laquelle on recherche les connaissances qui s'acquièrent par les sens. On les recherche en effet pour elles-mêmes et indépendamment de leur utilité, surtout celles que nous devons à la vue, car ce n'est pas seulement dans son but pratique, c'est sans vouloir en faire aucun usage, que nous préférons en quelque manière cette sensation à toutes les autres. Cela vient de ce qu'elle nous fait connaître plus d'objets et nous découvre plus de différences. La nature a donné aux animaux la faculté de sentir, mais chez les uns, la sensation ne produit pas la mémoire. Chez les autres, elle la produit. Et c'est pour cela que ces derniers sont plus intelligents et plus capables d'apprendre que ceux qui n'ont pas la faculté de se ressouvenir. L'intelligence toute seule, sans la faculté d'apprendre, est le partage de ceux qui ne peuvent entendre les sons, comme les abeilles et les autres animaux de cette espèce. La capacité d'apprendre est propre à tous ceux qui réunissent à la mémoire le sens de l'ouïe. Il y a des espèces qui sont réduites à l'imagination et à la mémoire, et qui sont peu capables d'expérience, mais la race humaine s'élève jusqu'alors et jusqu'au raisonnement. C'est la mémoire qui dans l'homme produit l'expérience, car plusieurs souvenirs d'une même chose constituent une expérience. Aussi l'expérience paraît-elle presque semblable à la science. Et c'est de l'expérience que l'art et la science viennent aux hommes. Car comme le dit Paulus, et avec raison, c'est l'expérience qui fait l'art, et l'inexpérience le hasard. L'art commence lorsque de plusieurs données empruntées à l'expérience se forme une seule notion générale qui s'applique à tous les cas analogues. Savoir que Callias étant attaqué de telle maladie, tel remède lui a réussi ainsi qu'à Socrate, et de même à plusieurs autres pris individuellement. C'est de l'expérience, mais savoir d'une manière générale que tous les individus compris dans une même classe est atteint de telle maladie, de la pituite, par exemple, ou de la bile, ou de la fièvre. On était guéri par le même remède. C'est de l'art. Pour la pratique, l'expérience ne diffère pas de l'art, et même les hommes d'expérience atteignent mieux leur but que ceux qui n'ont que la théorie sans l'expérience. La raison est que l'expérience est la connaissance du particulier. L'art, c'est du général, que tout acte, tout fait tombe sur le particulier, car ce n'est pas l'homme en général que guérit le médecin, mais l'homme particulier. Mais Callias, ou Socrate, ou tout autre individu semblable, qui se trouve être un homme, si donc quelqu'un possède la théorie sans l'expérience, et qui connaît le général sans connaître le particulier dont il se compose, celui-là se trompera souvent sur le remède à employer, car ce qu'il s'agit de guérir, c'est l'individu. Cependant, on croit que guérir, car souvent sur le remède à employer, car ce qu'il s'agit de guérir, c'est l'individu. Cependant,
On croit que le savoir appartient plus à l'art qu'à l'expérience, et on tient pour plus sages les hommes d'art que les hommes d'expérience, car la sagesse est toujours en raison du savoir, et il en est ainsi parce que les premiers connaissent la cause, tandis que les seconds ne la connaissent pas. Les hommes d'expérience en effet pas. En effet, savent bien qu'une chose est, mais le pourquoi. Ils savent bien qu'une chose est, mais le pourquoi, ils ignorent. Les autres, au contraire, savent le pourquoi et la cause. Aussi, on regarde en toutes circonstances les architectes comme supérieurs en considération, en savoir et en sagesse, aux simples manœuvres, parce qu'ils savent la raison de ce qui se fait, tandis qu'il en est de ces premiers comme de ces espèces inanimées qui agissent sans savoir ce qu'ils font. Par exemple, le feu qui brûle sans savoir qu'il brûle. Les êtres insensibles suivent l'impulsion de leur nature, les manœuvres suivent l'habitude. Aussi, ce n'est pas par rapport à la pratique qu'on préfère les architectes aux manœuvres, mais par rapport à la théorie, et parce qu'ils sont la connaissance des causes. Enfin, ce qui distingue le savant, c'est qu'il peut enseigner, et c'est pourquoi on pense qu'il y a plus de savoir dans l'art que dans l'expérience, car l'homme d'art peut enseigner. L'homme d'expérience ne le veut pas, ne le peut pas. En outre, on attribue la sagesse à aucune des connaissances qui viennent par les sens, quoiqu'il soit le vrai moyen de connaître les choses particulières, mais ils nous disent le pourquoi de rien. Par exemple, ils ne nous apprennent pas pourquoi le feu est chaud, mais seulement qu'il est chaud. D'après cela, il était naturel que le premier qui trouva, au-dessus des connaissances sensibles, que nous tous, un art quelconque, celui-là fut admiré des hommes, non seulement à cause de l'utilité de ses découvertes, mais aussi comme un sage supérieur au reste des hommes. Les arts s'étant multipliés, les uns se rapportant aux nécessités, les autres à l'agrément de la vie, les inventeurs de ceux qui ont toujours été estimés plus sages que les inventeurs de ceux-là, parce que leur découverte ne se rapportait pas à des besoins. Ces deux sortes d'art, une fois trouvées, on en découvrit d'autres qui n'avaient plus pour objet ni le plaisir ni la nécessité. Et ce fut d'abord dans les pays où les hommes avaient du loisir. Ainsi, c'est en Égypte que les mathématiques se sont formées. Là, en effet, beaucoup de loisirs étaient laissés à la caste des prêtres. Du reste, nous avons dit dans la morale en quoi diffèrent l'art et la science et les autres degrés de connaissance. Ce que nous voulons établir ici, c'est que le tout premier, c'est que le monde entend par la sagesse à proprement parler la connaissance des premières causes et des principes. De telle sorte que, comme nous l'avons déjà dit, sous le rapport de la sagesse, l'expérience est supérieure à la sensation, l'art à l'expérience, l'architecte aux manœuvres et la théorie à la pratique. Il est clair d'après cela que la sagesse, par excellence, la philosophie, est la science de certains principes
et de certaines causes. Entend d'abord par ce mot l'homme qui sait tout, autant que cela est possible, sans savoir les détails. En second lieu, on appelle philosophe celui qui peut connaître les choses difficiles et peu accessibles à la connaissance humaine. Or, les connaissances sensibles étant communes à tous et par conséquent faciles, n'ont rien de philosophique. Ensuite, on croit que plus un homme est exact et capable d'enseigner les causes, plus le philosophe en toute science. En outre, la science qu'on étudie pour elle-même et dans le seul but de savoir paraît plutôt la philosophie que celle qu'on apprend en vue de ses résultats. Enfin, de deux sciences, celle qui domine l'autre est plutôt la philosophie que celle qui vit d'être subordonnée, car le philosophe ne doit pas recevoir des lois, mais en donner, et il ne doit pas obéir à une autre, mais c'est au moins sage à lui obéir. Telle est la nature et le nombre des idées que nous formons de la philosophie et du philosophe. De tous ces caractères de la philosophie, celui qui consiste à savoir toutes choses appartient surtout à l'homme qui possède le mieux la connaissance du général, car celui-ci, ce qui en est de tous les sujets particuliers. Et puis les connaissances les plus générales sont peut-être les plus difficiles à acquérir, car elles sont les plus éloignées des sensations. Ainsi, les sciences les plus exactes sont celles qui s'occupent le plus des principes. En effet, celles dont l'objet est plus simple sont plus exactes que celles dont l'objet est plus composé. L'arithmétique, par exemple, les plus que la géométrie. Ajoutez que la science qui peut le mieux enseigner est celle qui étudie les causes, car enseigner, c'est dire les causes de chaque chose. De plus, savoir uniquement pour savoir appartient surtout à la science de ce qu'il y a de plus scientifique, car celui qui veut apprendre dans le seul but d'apprendre choisira tout autre la science par excellence, c'est-à-dire la science de ce qu'il y a de plus scientifique. Et ce qu'il y a de plus scientifique, ce sont les principes et les causes, car c'est à l'aide des principes et par eux que nous connaissons les autres choses, non par les principes, et non pas les principes par les sujets particuliers. Enfin, la science souveraine, faite pour dominer toutes les autres, est celle qui connaît pourquoi il faut faire chaque chose. Or, c'est pourquoi est le bien dans chaque chose. Et en général, c'est le bien absolu dans toute la nature. De tout ce que nous venons de dire, il résulte que le mot de philosophie, nous avons recherché les diverses significations, se rapporte à une seule et même science. Une telle science s'élève aux principes et aux causes. Or, le bien, la raison des choses, est au nombre des causes, et qu'elle n'a pas un but pratique. C'est ce qui est évident par l'exemple
des premiers qui se sont occupés de philosophie, ce fut en effet l'étonnement, d'abord comme aujourd'hui, qui fit naître parmi les hommes les recherches philosophiques entre les phénomènes qui les frappent. Leur curiosité se porta d'abord sur ce qui était le plus à leur portée, puis s'avançant ainsi peu à peu, ils en vinrent à se demander compte de plus grands phénomènes, comme des divers états de la Lune, du Soleil, des astres, et enfin de l'origine de l'univers. Or douter et s'étonner, c'est reconnaître son ignorance. Voilà pourquoi on peut dire en quelque manière que l'ami de la philosophie est aussi celui des mythes, car la matière du mythe, c'est l'étonnant, le merveilleux. Si donc on a philosophé pour échapper à l'ignorance, il est clair qu'on a poursuivi la science pour savoir, sans aucun but d'utilité, le fait fait foi, car tout ce qui regarde le besoin, le bien-être et la commodité de la vie était déjà trouvé. Lorsqu'on entreprit un tel ordre de recherche, il est donc évident que nous ne cherchons la philosophie dans aucun intérêt étranger, mais comme nous appelons homme libre, celui qui s'appartient à lui-même et qui n'appartient pas à un autre. De même, la philosophie et toutes les sciences, la seule libre, car seule elle est à elle-même son propre but. Science, la seule libre, car seule elle est à elle-même son propre but. Aussi ne serait-ce pas sans quelque raison qu'on regarderait comme plus qu'humaine la possession de cette science, car la nature de l'homme est esclave à beaucoup d'égards. La divinité seule, pour parler comme Simonide, aurait-ce un privilège? Il ne convient pas à l'homme de ne pas se borner à la science qui est à son usage. Si donc les poètes disent vrai, et si la nature divine doit être envieuse, c'est surtout au sujet de cette prétention, et tous les téméraires qui la partagent, eux, portent la peine, mais la divinité ne peut connaître l'envie. Les poètes, comme dit le proverbe, sont souvent menteurs, mais il n'y a pas de science à laquelle il faille attacher plus de prix, car la plus divine, celle qu'on doit priser le plus. Or celle-ci porte seule ce caractère à un double titre. En effet, une science qui appartiendrait à Dieu et qui s'occuperait des choses divines serait contredit une science divine, et seule celle dont nous parlons satisfait à ces deux conditions. D'une part, Dieu est reconnu de tout le monde comme le principe même des causes, et de l'autre, la science des causes lui appartient exclusivement dans son degré supérieur. Ainsi, toutes les sciences sont plus nécessaires que la philosophie, mais nulle n'est plus excellente, et rien ne diffère plus que la possession de cette science et son début. On commence ainsi, que nous l'avons dit,
par s'étonner que les choses soient de telle façon. Et comme on s'émerveille en présence des automates, quand on n'en reconnaît pas les ressorts, de même, nous nous étonnons des révolutions du soleil, de l'incommensurabilité du diamètre, car il semble étonnant à tout le monde qu'une quantité ne puisse être mesurée par une quantité si petite qu'elle soit. C'est comme dit le proverbe, par le contraire et par le meilleur qu'il faut finir, comme il arrive dans le cas que nous venons de citer, lorsqu'enfin on est parvenu à s'en rendre compte, car rien n'étonnerait plus un géomètre que si le diamètre devenait commensurable. Nous venons de déterminer la nature de la science que nous cherchons. Le but de cette science et de tout notre travail